Demande à ton oncle ce qu'il est advenu de ma signature sur les formulaires de retrait, 3 semaines seulement après mon incarcération. Demande-lui pourquoi il m'a fait déclarer mentalement inapte pour s'emparer de tout ce que tu possédais. » Ces mots tournaient en boucle dans l'esprit d'Adrien de Saint-Clair, alors qu'il restait figé sur le seuil du refuge de la rue de Crimée. L'odeur le frappa de plein fouet, ce mélange âcre de désinfectants industriels et de détresse humaine que l'on ne trouve que dans les lieux où échouent ceux qui n'ont plus rien. Son costume sur mesure, d'une coupe impeccable, semblait une armure dérisoire et insultante au milieu des lits de camp et des cartons de vêtements usagés. « Je peux vous aider ?» demanda une bénévole, fixant sa montre de prix avec une méfiance non dissimulée. Adrien fut incapable de répondre, car là-bas, prostrée devant un plateau en plastique dans un coin de la cantine, se tenait sa fille unique, Camille. Celle-là même pour qui il avait constitué une fiducie de 5 millions d'euros avant de partir en prison, 12 ans plus tôt. Camille leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Elle avait 29 ans, mais en paraissait 40. Ses vêtements flottaient sur une silhouette qui avait clairement sauté trop de repas. L'étincelle qui l'animait autrefois, lorsqu'elle rêvait de devenir chirurgienne, avait été étouffée par ce voile que l'on porte après trop de renoncements. Le regard vide de ceux qui ont cessé d'espérer. Sa cuillère glissa de ses doigts et tinta contre le plateau. Un bruit qui résonna dans le silence soudain alors que d'autres résidents se tournaient pour observer la scène. « Papa ?» Sa voix se brisa sur cet unique mot. Adrien avait passé 7 ans dans une prison de haute sécurité pour fraude financière. Il avait tout perdu, son honneur, son entreprise, sa famille. Mais il avait mis ces années à profit, disséquant chaque loi, chaque faille, chaque erreur de son passé. 3 ans après sa sortie, il avait rebâti un empire 2 fois plus vaste, cette fois dans la plus stricte légalité. Il possédait des appartements à Paris, Londres et New York et une fortune qui éclipsait son ancienne vie. Pendant ce temps, sa fille mangeait une soupe populaire dans un centre d'hébergement. « Camille, que s'est-il passé ?» Il fit un pas vers elle, mais elle se leva brusquement, faisant grincer la chaise métallique sur le sol. « Ne fais pas ça !» Elle leva la main, le stoppant net. « Tu ne peux pas revenir ici après 12 ans de silence et jouer les pères protecteurs. »« L'argent, Camille !» parvint à dire Adrien, la voix étranglée. « La fiducie que j'avais mise à ton nom, le compte que ton oncle Étienne devait administrer jusqu'à... » Le rire de Camille fut amer, tranchant comme du verre. « L'oncle Étienne ? C'est vraiment ainsi que tu appelles ce vautour ?» Un frisson glacial parcourut l'échine d'Adrien. Le venin dans sa voix n'était pas seulement de la colère envers un père absent, c'était autre chose, de bien plus sombre. « Et Camille, qu'est-il arrivé à ton héritage ?» Elle attrapa sa veste, une loque trop grande pour elle, et le bouscula pour se diriger vers la sortie. Mais avant qu'elle ne disparaisse, il vit un éclair dans ses yeux qui lui glaça le sang. Ce n'était pas du désespoir, ce n'était pas de la défaite, c'était de la rage. C'est là qu'elle prononça les paroles qui allaient pulvériser tout ce qu'Adrien croyait savoir sur la dernière décennie. « Si tu veux vraiment savoir ce qu'il est advenu de ton précieux héritage, va voir ton frère. Demande-lui comment ma signature s'est retrouvée sur des ordres de virement 3 semaines après ton jugement. Demande-lui pourquoi j'ai été déclarée folle et inapte à gérer mes biens. Demande-lui combien il a touché pour me faire disparaître. » La porte claqua derrière elle, laissant Adrien pétrifié au milieu du refuge. Autour de lui, la vie reprenait son cours morne, mais une vieille femme qui l'observait secoua la tête. « Cette petite est là depuis 6 mois, dit-elle doucement. Elle ne parle jamais, mais j'ai déjà vu ce regard. C'est celui d'une femme qui prépare sa revanche. Quoi qu'on lui ait fait, elle ne compte pas en rester là. » Adrien sortit son téléphone de ses mains tremblantes. 12 ans plus tôt, il avait confié les clés de son royaume à son cadet, Étienne. Il lui avait confié ses contacts, ses secrets et, par-dessus tout, l'avenir de Camille. Étienne, celui qui avait témoigné contre lui à la barre. Étienne, qui avait juré, les larmes aux yeux, qu'il protégerait Camille comme sa propre chair. Le premier résultat sur Google lui coupa le souffle. Étienne de Saint-Clair, nommé PDG de Saint-Clair Patrimoine en Gestion. La valeur du groupe triple sous sa direction.
La photo montrait Étienne lors d'un gala de bienfaisance, souriant à pleines dents, portant une montre qu'Adrien reconnut instantanément. C'était la sienne, celle qu'il avait laissée dans son coffre personnel avant son arrestation. Adrien continua ses recherches, le cœur battant à tout rompre. Il vit des photos d'Étienne dans des cercles hippiques, des conseils d'administration prestigieux et lors de l'inauguration d'une aile de l'hôpital américain, un don d'Étienne de Sinclair en mémoire de sa défunte belle-sœur. Défunte belle-sœur. La femme d'Adrien était morte 2 ans après le début de sa peine. Il l'avait appris par une lettre laconique d'Étienne, expliquant qu'il s'était occupé de tout et que Camille était entre de bonnes mains. Autre recherche. Camille de Sinclair. Les résultats étaient inexistants. Une mention dans un avis de décès pour sa mère. Une seule photo de sa remise de diplôme au lycée, où elle se tenait seule, isolée de la foule des familles en fête. Et puis, plus rien. Comme si elle avait cessé d'exister pour le monde. Mais Adrien savait une chose que son frère ignorait. La prison lui avait appris la patience. Elle lui avait appris à observer les détails, à relier les fils invisibles que les autres ne voient pas. Et à cet instant, chaque instinct de survie aiguisé par 7 ans de cellules lui hurlait que le vol d'héritage n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car Camille n'avait pas l'air brisé en sortant du refuge. Elle ressemblait à un soldat en attente, à quelqu'un qui avait passé des années à forger ses armes dans l'ombre. Si vous vous demandez ce qui peut pousser un homme à piller l'avenir de sa propre nièce et à la jeter dans la rue, suivez cette histoire. Car ce qu'Adrien allait découvrir prouvait que les prisons les plus cruelles ne sont pas faites de pierre, mais de la trahison de ceux qui prétendent vous aimer. La bénévole le surveillait toujours. « Monsieur, si vous n'êtes pas là pour un service, je vais devoir vous demander de partir. Depuis combien de temps vient-elle ici ?» coupa Adrien. La femme parut surprise par son ton. « 6 mois, elle est très discrète. Elle travaille à mi-temps dans une station-service du 19e, mais ce n'est pas suffisant pour se loger. On a voulu l'aider pour des aides sociales, mais... Mais quoi? Son dossier est bloqué. Elle est sous un régime de tutelle qui n'a jamais été levé. Chaque fois qu'elle essaie de reprendre sa vie en main, elle se heurte à un mur administratif. Une mise sous curatelle pour incapacité mentale. » Adrien serra les dents. Étienne avait réussi à convaincre un juge que Camille était folle. Cela lui donnait le contrôle absolu sur son argent, sur ses droits, sur son existence même. Son téléphone vibra. Un message de son assistante. « Votre réunion de 14 heures avec le conseil est avancée. Monsieur Étienne de Sinclair a appelé pour exiger sa présence. » Étienne, celui qui n'avait pas adressé la parole à Adrien depuis 3 ans, bien qu'ils vivent dans la même ville. Étienne, qui manifestait soudain un intérêt suspect pour les affaires de son frère. Adrien répondit « Dites-lui que j'accepte et sortez-moi tous les audits financiers de Sinclair Patrimoine and Gestion depuis 2010, sans exception. » Il jeta un dernier regard à la chaise vide de Camille. Près du plateau, elle avait laissé un mouchoir en papier avec une adresse griffonnée et ces mots qui glacèrent Adrien. « Il vous observe déjà. » L'adresse menait Adrien à un entrepôt de stockage en périphérie de Paris, box 247. Il s'y rendit sans attendre, ignorant les appels de ses avocats. Le cadenas était rudimentaire, facile à crocheter, une compétence apprise en cellule auprès d'un certain Thomas qui lui avait enseigné des choses bien plus utiles que ses diplômes de commerce. À l'intérieur, l'espace était rempli de cartons, tous méticuleusement étiquetés de la main de Camille. Preuve 2013-2015. Relevés bancaires, retrait frauduleux. Dossiers médicaux, expertise falsifiée. Adrien ouvrit le premier carton. Il y avait des centaines de documents protégés par des pochettes plastiques. Des relevés montrant des transferts massifs depuis le compte de Camille, signés d'une écriture qui imitait la sienne, mais avec des irrégularités subtiles. Puis, il trouva les expertises psychiatriques. 3 médecins différents, déclarant Camille de Sinclair inapte à gérer ses affaires. Diagnostic: dépression sévère avec bouffées délirantes, risque d'autolyse, incapacité de jugement. Les dates le rendirent
malade. La première expertise datait du 15 mars 2013, exactement un mois après les obsèques de sa mère. Camille avait 17 ans. Elle était mineure, terrassée par le deuil, la proie idéale. Son téléphone sonna. Étienne. Adrien fixa l'écran puis décrocha. « Mon frère. »« Adrien, on m'a dit que tu étais de retour aux affaires. » La voix d'Étienne était onctueuse. « Nous devrions fêter ça. Un dîner ce soir, c'est pour moi. »« Où est Camille ?» Un silence, une seconde de trop. « Camille ? Je ne l'ai pas vue depuis des années, Adrien. Après la mort de ta femme, elle est devenue ingérable. Elle a refusé toute aide. Les médecins ont dit... Les médecins que tu as payés ?» Adrien garda une voix neutre, mais sa main libre froissait un relevé bancaire au point de le déchirer. Ceux qui ont déclaré une adolescente en pleurs folles pour que tu puisses piller sa fiducie. Un autre silence. Quand Étienne reprit la parole, la chaleur avait quitté sa voix. « Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais Camille avait des problèmes bien avant que je n'intervienne. Quelqu'un devait la protéger d'elle-même. Quelqu'un devait gérer cette fortune de manière responsable pendant qu'elle se soignait. » Se soignait. Adrien sortit une facture d'une clinique privée à Neuilly. 15 000 € par mois pendant 1 an et demi. Tu l'as fait interner. Elle était dangereuse. Elle faisait des tentatives de suicide. Il n'y a jamais eu de tentative de suicide. Adrien avait aussi trouvé ses rapports. Rien que de l'anxiété légère due au deuil. Tu as tout fabriqué. Tu avais besoin qu'elle soit déclarée inapte pour vider le compte sans éveiller les soupçons du conseil de famille. Le rire d'Étienne fut glacial. Tu penses pouvoir prouver quoi que ce soit ? Ces médecins sont des pontes, leurs rapports sont protégés. Et même si tu pouvais y accéder, qui va croire la parole d'un ex-dollar et de sa fille instable contre la mienne ? Je suis un philanthrope, Adrien. Je siège dans 3 fondations hospitalières. J'ai donné des millions pour la recherche en santé mentale. Avec son argent, avec de l'argent qui aurait été gaspillé. Elle était seule, vulnérable. Cette fortune l'aurait détruite. Je l'ai sauvée d'elle-même et j'ai construit quelque chose d'utile. Tu devrais me remercier. Adrien ferma les yeux. C'était ce même frère qui l'avait aidé pour ses devoirs, qui avait été son témoin de mariage, qui avait bercé Camille à sa naissance. Qu'as-tu fait d'elle, Étienne ? Une fois les comptes vides, où est-elle partie ? J'ai levé la tutelle pour son 21e anniversaire, comme la loi l'exige. Ce qu'elle a fait après n'est pas mon problème. Si elle a fait les mauvais choix, elle est à la rue. Elle survit dans un refuge. C'est malheureux, mais ce n'est pas ma faute. Je lui ai donné toutes les chances. Certains sont simplement programmés pour l'échec. La communication fut coupée. Adrien resta au milieu de l'entrepôt, entouré des preuves d'un assassinat social. Étienne l'avait jeté dehors sans un sou, sans crédit, sans identité, après l'avoir enterrée vivante sous des dossiers psychiatriques bidons. Mais Étienne ignorait une chose que Camille avait découverte. Adrien appela maître François Vasseur. « François, j'ai besoin de tous les flux financiers d'Étienne et du groupe Sinclair sur 12 ans. Tout. Je me moque du prix. Engagez les meilleurs experts comptables judiciaires. Adrien, cela va prendre des mois. Vous avez 3 jours. Parce que j'ai l'intuition que ce qu'il a fait à Camille n'était qu'un début. On ne vole pas des millions à sa nièce juste pour faire de la charité. Il a utilisé cet argent pour boucher un trou, et je vais trouver lequel. » Il photographia chaque pièce du box, les envoyant sur un serveur crypté. Puis il trouva l'objet au fond du dernier carton. Un téléphone prépayé avec un seul numéro enregistré. Il appela. Camille décrocha immédiatement. « Tu en as mis du temps. Tu avais tout préparé. Depuis 6 ans. » Sa voix était d'un calme effrayant. « Depuis que je suis sorti de l'enfer où il m'avait enfermé, chaque petit boulot, chaque euro économisé a servi à payer des avocats qui me disaient que je n'avais aucune chance. Des enquêteurs qui ne trouvaient rien. Étienne avait trop bien effacé ses traces. Le refuge, c'était l'appât pour que tu me retrouves. Je savais que tu étais revenu. Je savais que tu avais reconstruit ton empire. Et je savais que si tu voyais ta fille dans cet état, tu n'aurais aucun repos avant de savoir pourquoi. » Elle fit une pause. « J'avais besoin de tes ressources, papa, de ton réseau, de ta cruauté. Parce qu'Étienne ne s'est pas contenté de mon argent. Il m'a volé 12 ans. La mémoire de ma mère et tout espoir de vie normale, je veux qu'il paie pour chaque seconde. »
Adrien regarda les cartons. Sa fille n'avait pas été brisée. Elle avait été forgée, transformée en une arme plus tranchante que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Quel est ton plan? J'en ai 3. Le premier est lancé. Cette réunion qu'Étienne a exigée, c'est moi qui l'ai provoquée en piratant son accès et en envoyant la demande en son nom. Il croit qu'il vient pour t'intimider et s'assurer que tu restes silencieux. Il ne sait pas que tu as déjà toutes les cartes en main. Et le deuxième? Il concerne tes experts comptables. J'ai passé 6 ans à étudier les comptes d'Étienne. Chaque société écran, chaque compte offshore. Et devine quoi, papa? Il ne m'a pas volé que moi. Il a volé tout le monde. Les clients, les actionnaires, le fisc. Il utilise exactement le même système de cavalerie financière qui t'a envoyé en prison, mais en plus sophistiqué. Adrien sentit une froideur familière l'envahir. La même froideur qui lui avait permis de bâtir sa fortune autrefois, maintenant aiguisée par la vengeance. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je veux que tu fasses ce que tu fais de mieux. Brise-le, financièrement, socialement, personnellement. Je veux que tous ceux qui ont cru à son image de saint découvrent le monstre. Je veux qu'ils sachent que ce sont l'ex-détenu et sa fille folle qui ont provoqué sa chute. Et le troisième plan? Camille eut un petit rire sec. C'est mon assurance vie, au cas où il tenterait de s'enfuir. Disons que j'ai été une élève assidue en droit criminel. Contrairement à toi, je ne ferai aucune erreur. Tout ce que nous ferons sera légal, dévastateur, mais légal. Adrien pensa à la morgue d'Étienne au téléphone, à son sentiment d'impunité. Il avait toujours sous-estimé les gens. C'était sa faille. La réunion est à 14 heures. Sois prête, je le suis depuis des années. La salle de conférence du 42e étage dominait tout Paris. Adrien était arrivé tôt pour observer Étienne sur les moniteurs de sécurité. Camille était déjà là, métamorphosée. Elle portait un tailleur de haute couture qui lui allait parfaitement, les cheveux relevés, un maquillage discret mais professionnel. Elle était méconnaissable. « Étienne ne doit pas voir la fille du refuge », expliqua-t-elle. « Aujourd'hui, je suis Camille de Saint-Clair, consultante pour ton groupe. Diplômée en expertise comptable, ce qui est d'ailleurs vrai. J'ai passé mes diplômes à distance pendant mes nuits de garde à la station-service. » Adrien ressentit un mélange de fierté et de douleur. Elle s'était battue seule dans l'ombre. « Mes experts ont confirmé tes doutes », dit Adrien en posant un dossier sur la table. « Étienne fait tourner une pyramide de Ponzi depuis 8 ans. Ta fiducie n'était que du capital pour combler les premières brèches quand des investisseurs ont commencé à poser des questions. » Camille feuilleta les documents. « C'est parfait. Il a falsifié les rapports pour l'autorité des marchés financiers. C'est du pénal. » L'ascenseur tinta. Étienne entra comme s'il était chez lui, flanqué de maître Solène Girard, son avocate de choc. « Adrien, quelle installation! Tu as retrouvé tes réflexes de bâtisseur. » Son regard s'arrêta sur Camille. Une ombre passa sur son visage, vite dissipée. « Et qui est cette personne ?»« Camille de Saint-Clair, experte comptable, » dit-elle d'une voix de velours. « Un nom courant dans nos milieux, n'est-ce pas ?» Étienne lui serra la main un peu trop longtemps, cherchant un détail familier. Adrien voyait les rouages tourner dans sa tête. « Asseyons-nous » intervint Solène Girard. Étienne s'installa, feignant l'assurance, mais ses doigts pianotaient nerveusement sur la table. Un vieux tic que seul son frère pouvait remarquer. « Alors, Adrien, après 3 ans de silence, tu souhaites discuter d'opportunités ?»« Pas exactement. » Adrien ouvrit sa chemise. « Je veux discuter de l'offre de rachat que ton groupe a faite sur mes actifs. Je sais que tu as approché mes actionnaires en secret. » Le sourire d'Étienne se figea. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu leur as promis des primes colossales pour qu'ils me poussent à la vente. » Ce qui m'a fait réfléchir. Pourquoi Étienne est-il si désespéré de racheter une boîte qui vaut la moitié de la sienne? Camille prit la parole. « Parce que votre groupe perd de l'argent et a besoin d'actifs propres pour cacher que vos bilans sont fictifs. » Elle poussa un tableau de bord sur la table. « Voici vos chiffres officiels. Et voici les flux réels que nous avons tracés via des comptes tiers. » Étienne blêmit. « Vous n'avez aucun droit. Nous avons tous les droits. Quand tu as approché mes actionnaires, tu as déclenché une procédure de vérification de solvabilité. Audit de routine. » Camille eut un sourire glacial. « Et ce que nous avons trouvé est fascinant. » Adrien vit les mains de son frère se crisper.
Le piège se refermait. Tu voles tes investisseurs, Étienne. Depuis des années, tu utilises l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Comme avec l'héritage de ta propre nièce, ajouta Camille, d'un ton si professionnel qu'il en était terrifiant. Étienne se leva d'un bond. C'est de la calomnie. Solène, nous partons. Rassieds-toi, Étienne. La voix d'Adrien résonna avec l'autorité de celui qui a tout vu. Tu vas écouter ma proposition et tu vas choisir. Étienne resta debout, mais Solène Girard le tira par la manche. Écoutons-les, murmura-t-elle. Camille sortit un protocole de fusion. Voici l'accord. Le groupe Sinclair fusionne avec celui d'Adrien. Pour le monde, c'est un partenariat d'égaux. En réalité, Adrien prend le contrôle total. Ses bénéfices réels stabilisent tes dettes le temps d'un démantèlement discret. Les épargnants sont sauvés et tu t'en sors avec ta réputation. En échange de quoi? La voix d'Étienne était rauque. De tout. Adrien se pencha en avant. Tu signes ta démission de PDG. Tu deviens un consultant sans aucun pouvoir et tu disparais de la scène publique. Tu gardes de quoi vivre, mais ton empire de mensonges devient le mien pour être nettoyé. Et si je refuse? Camille sourit. Alors nous portons ces preuves au procureur de la République et à la presse. Ton groupe explose ce soir, tu pars pour 20 ans de prison, et chaque fondation qui porte ton nom, chaque honneur que tu as reçu, sera traîné dans la boue. On saura que tu as bâti ta fortune sur l'argent volé d'une orpheline de 17 ans. Le silence retomba sur la salle. Étienne regarda Camille, et cette fois, il comprit. L'horreur se lut sur ses traits. « Non » murmura-t-il. Camille se leva. « Bonjour, oncle Étienne. Cela fait 6 ans. Comment était le gala de l'opéra? J'ai vu les photos en mangeant une soupe à la louche dans un centre pour sans-abri. » Solène Girard fixait son client avec effroi. « Dites-moi qu'elle ment. Dites-moi que vous n'avez pas spolié votre propre nièce. » Le silence d'Étienne fut sa condamnation. « Je ne suis pas folle, Étienne, mais tu as payé des médecins pour me briser et voler mon argent alors que j'étais interné de force. » Solène Girard ramassa ses dossiers. « Je m'en vais, Étienne. Vous êtes seul. Je ne coulerai pas avec vous. » Elle regarda Adrien. « Je serai à la disposition de la justice si nécessaire. » Elle sortit, laissant Étienne seul face à son frère et à la fille qu'il pensait avoir anéantie. « 24 heures, répéta Adrien. Signe ou nous te détruisons. Étienne sortit sans un mot, l'air d'un homme déjà mort. « Il ne signera pas, dit Camille, une fois seule avec son père. « Je sais, il va tenter de fuir. » 3 heures plus tard, Étienne était arrêté au Bourget alors qu'il tentait d'embarquer dans un jet privé pour le Brésil. Ses comptes étaient déjà gelés. Camille organisa la conférence de presse. Elle ne demanda pas de pitié. Elle exposa les faits. Elle montra les faux dossiers psychiatriques, les signatures imitées, la froideur du système d'Étienne. Le lendemain, le nom des Sinclair était sur toutes les lèvres, mais pour la première fois, Camille portait ce nom avec fierté. 3 ans plus tard, la fondation de Camille aidait des milliers de victimes de spoliation familiale. Adrien avait légitimé son groupe et s'était imposé comme un modèle de probité. Et Étienne, il mourut en prison, d'une crise cardiaque, 7 ans plus tard. Camille apprit la nouvelle. Elle ne ressentit ni joie ni tristesse. Juste la sensation qu'une page était définitivement tournée. Si vous avez été trahi par ceux qui devaient vous protéger, souvenez-vous de Camille. La plus belle revanche n'est pas de rendre les coups, mais de devenir si fort que leur trahison ne soit plus qu'un détail de votre ascension. Elle n'avait pas seulement détruit l'homme qui lui avait tout pris. Elle avait bâti une vie consacrée à s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice.